Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur à l'INA. Vous êtes co-auteur d'un livre qui avait fait pas mal de bruit l'année dernière, L'information à tout prix, sur la propagation des informations et sur la tendance au super copier-coller. Et donc, vous dirigez à l'INA le projet NewSafe, qui est un projet d'étude sur les fake news. Vous allez tout nous expliquer. C'est ça. Donc oui, je suis chercheur en informatique, donc à l'INA, l'Institut national d'audiovisuel. Je vais rapidement vous présenter globalement ce que les chercheurs peuvent faire par rapport à l'information et par rapport aux fake news. Rapidement, pas la peine de s'étendre sur le sujet, sur ce que sont les fake news, mais de dire que globalement, il n'y a pas que les réseaux sociaux, ça vient d'un peu partout. Ce sur quoi on s'accorde quand même, c'est que ce sont des informations qui sont manipulées, des fausses informations, dans le but d'induire en erreur, dans le but sciemment de manipuler les gens. Et donc, ça va du domaine économique, domaine politique énormément, à l'international, les questions diplomatiques, etc. Donc, à différents niveaux, ces fake news peuvent être produites et propagées. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le phénomène n'est pas nouveau. Ça veut dire que le mensonge, la manipulation, c'est des choses qui existent depuis l'Antiquité. En revanche, une chose qui est sûre, c'est que Internet et notamment les réseaux sociaux sont un phénomène qui ont permis une amplification du phénomène très rapide et très massive. Et donc, c'est la raison pour laquelle on en entend énormément parler actuellement, c'est que on commence à prendre peur par rapport aux conséquences potentielles de ce que les fake news peuvent faire dans un monde et dans des pays démocratiques. À ce sujet, il commence à y avoir des réponses. Enfin, ça fait quelques années maintenant qu'on en entend parler. Il commence à y avoir des réponses à ce phénomène. Alors, des lois, des réglementations. Est-ce qu'il faut beaucoup de techniques? Est-ce que c'est l'humain qui va pouvoir principalement pallier et essayer de régler le problème? Et quel est notamment un point central qui est la part de l'éducation aux médias dans ces questions et le fait que tout le monde apprenne à vivre dans un monde où les fake news circulent et apprennent à réagir comme il faut. Mais donc pour pouvoir répondre au problème, il faut déjà bien le comprendre. Et c'est le rôle des chercheurs d'expliquer et de chercher à comprendre ces phénomènes, enfin, notamment des chercheurs. Il y a une partie sciences humaines qui, depuis quelque temps déjà, s'attarde à décortiquer la manière dont les informations sont produites et qu'est-ce qui se cache derrière les intentions de celles et ceux qui essayent de propager des fake news. Donc, je vous ai mis des exemples de rapports. Il y en a notamment un qui a fait pas mal de bruit l'an dernier de la Commission européenne où des chercheurs des quatre coins de l'Europe se sont réunis, ont essayé d'expliquer les phénomènes et ont commencé à tracer des pistes sur les potentielles réponses que nos sociétés pourraient apporter pour pallier à ce problème. Au milieu, vous avez l'exemple d'un rapport fait par l'armée, parce qu'en termes de déstabilisation internationale, en termes de manipulation d'informations, je crois même qu'il y a un débat tout à l'heure sur les fake news en période de guerre, ce sont bien évidemment l'information peut être assimilée à une arme dans les cas de conflit. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail dans la question informatique et qu'est-ce que les chercheurs en informatique peuvent faire puisque, je vous l'ai dit, on est sur une amplification qui est liée aux réseaux sociaux, aux réseaux numériques et que donc on est avec des données numériques très massives. Donc là encore, des exemples d'études qui ont pu être produites. La première, un article dans Science début de l'année, vous en avez peut-être entendu parler, qui dit que globalement, les fake news se propagent beaucoup plus vite sur les réseaux sociaux que les news vraies, traditionnelles, vérifiées. Et que donc ce phénomène-là, par rapport à son ampleur et à sa vitesse, pose question. Et donc, comment est-ce qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice en tant que chercheur en informatique ? Donc, je travaille à l'INA sur un projet, alors une plateforme qui s'appelle OT Media, mais qui est une plateforme en gros de fouille de données pour étudier le système médiatique français, à savoir comment est-ce que l'information se propage. C'est le point principal de ces travaux, de regarder. On collecte en gros tout ce qui se passe sur le paysage médiatique en français. Donc on va récupérer ce qui est produit par tous les sites d'information. Et à l'intérieur de ça, on va regarder qui sort une information, où est-ce qu'elle se propage, combien de temps après, de quoi ça parle.
Et on va pour ça utiliser un certain nombre d'algorithmes qui ont pour but d'extraire automatiquement des informations pour pouvoir les analyser. Le principe de ce travail, il est d'avoir d'un côté des chercheurs en informatique, parce qu'on est sur des très grosses masses de données et qu'on ne peut pas les analyser à la main, humainement, c'est trop énorme, et de travailler avec d'autres chercheurs, qui sont des chercheurs en sciences humaines, qui essayent, eux, d'interpréter et de comprendre la façon dont les informations circulent dans les médias. Et donc, ce qui est vraiment important ici, c'est cette approche transdisciplinaire, de dire que on ne va pas pouvoir, en tant qu'informaticien, répondre à toutes les questions, mais en même temps, quand on est chercheur en sciences humaines ou journaliste, on ne va pas forcément pouvoir non plus avoir tous les outils pour comprendre ce qui se passe. Et c'est la rencontre de ces deux mondes qui font qu'on va être capable de produire des études statistiques sur des grosses masses de données pour pouvoir essayer d'expliciter un certain nombre de phénomènes qui se passent dans les médias. Je vais passer rapidement. Vous avez un exemple, je sais pas si, ouais, ici, voilà, de propagation d'une information. Où on va être capable de retracer au fur et à mesure par où elle est passée, au bout de combien de temps, qui a repris quoi, qui cite ses sources, etc. Et à partir de ce type d'analyse, on va pouvoir en tirer des conclusions. Un autre aspect, alors j'ai mis celui-là, il est un peu vieux. Toutes ces analyses sont faites en analysant le texte, mais on le fait également en analysant l'image. Et on sait que l'image joue un rôle prépondérant dans la propagation de l'information, notamment sur les réseaux sociaux, et encore plus prépondérant dans les fake news. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc on a également des algorithmes qui permettent de tracer la propagation et les modifications des images au fur et à mesure sur les réseaux sociaux et sur les sites Internet. Donc, je vous ai dit qu'on travaille sur les algorithmes et que donc on s'associe avec des chercheurs en sciences humaines pour aller plus loin et pour expliciter les phénomènes. Une étude qui a été faite, qui a été menée et qui est encore en cours avec une économiste de Sciences Po, Julia Cagé, sur, en gros, est-ce que les médias ont, d'un point de vue économique, intérêt à payer des journalistes ? Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'aller copier l'information chez le voisin et de laisser les autres produire l'information et de se contenter de la reprendre et de la republier sur son site sans avoir à payer tout le coût humain des journalistes. Donc ça a été vulgarisé dans un livre et pour celles et ceux qui souhaitent, il y a les publications qui sont disponibles sur Internet, les publications scientifiques. Globalement, on a travaillé sur l'année 2013, ça commence à dater, on refera l'étude pour l'année 2019 et on a 2,5 millions d'articles de presse, de dépêches d'agences. Et on a 80 sites web à peu près d'informations, donc les principaux nationaux et la presse quotidienne régionale. Et là-dedans, on a regardé les événements médiatiques. Un événement médiatique, ça va être tous les articles qui parlent d'un fait particulier. Et on a regardé qui est le premier à parler d'un événement médiatique, quels sont ceux qui en parlent, quels sont ceux qui n'en parlent pas, qui copie qui, parce qu'au bout de combien de temps un média parle d'une information alors qu'un concurrent en a déjà parlé. Et donc, à partir de ces mesures de vitesse de propagation, d'originalité du contenu, savoir si je fais un copier-coller d'une dépêche AFP, mon contenu n'est pas original, je me contente de republier le travail de quelqu'un d'autre. Même si dans le cadre de l'AFP, c'est le modèle économique classique, on voit aussi qu'il y a des fois des copier-coller entre journalistes qui ne sont pas forcément hyper réglo au niveau du droit d'auteur. Et puis on regarde également qui cite qui. Quand un média sort une information, est-ce que les autres médias le créditent, c'est-à-dire selon Le Monde, selon l'AFP, un journaliste de France Info a constaté que, etc., etc., ou est-ce qu'ils ont tendance à reprendre l'information mais sans citer la source ? Et à partir de ces analyses algorithmiques, on en passe à une analyse économique où on regarde, donc en gros, on voit que l'information se propage très vite sur Internet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une information est sortie, et là on parle bien uniquement des sites de médias traditionnels, on ne parle pas encore des réseaux sociaux, très vite les autres sites vont publier quelque chose et vont rapidement avoir du contenu qui est disponible sur leur site pour expliquer l'événement médiatique. La deuxième chose qu'on voit, c'est que sur l'actualité chaude, en gros ce qui fait l'actualité du jour, en gros sur les sites d'infos, il y a les 2/3, c'est du copier-coller. Du copier-coller pur et simple. Ça veut dire qu'on a un phénomène où on a
une masse d'informations. Il y a de l'information publiée sur de plus en plus de sites. Le nombre d'articles est assez conséquent. Mais en revanche, on voit que l'originalité, et là on parle bien d'originalité bête et méchante, c'est-à-dire vraiment du copier-coller. On n'a même pas été voir le rephrasage, la reformulation, etc. On parle bien juste de copier-coller. Les 2/3, pour l'actualité chaude, c'est du copier-coller. Et donc, lorsque on regarde, on met ces données-là en relation avec ici les journalistes, le nombre de journalistes, on a regardé quelle était la corrélation entre le nombre de journalistes qu'il y a dans une rédaction et la proportion d'une rédaction à être en capacité de couvrir des faits, la capacité à produire du contenu original. On voit bien évidemment que c'est corrélé. Alors vous allez me dire, oui, il n'y a pas de miracle, évidemment. Plus on a de journalistes, plus on est capable de faire de travail original et de faire de travail d'investigation, évidemment. Mais on le mesure et on le confirme. Et donc, du coup, la tendance actuelle étant plutôt à ce qu'il y ait une baisse du nombre de journalistes dans les rédactions, c'est relativement inquiétant quant à la capacité globalement de l'écosystème médiatique à produire de l'information originale et à faire ce travail d'investigation. J'en viens aux fake news. Quand on regarde toute la propagation de l'information, si on regarde la propagation de l'information pour les news traditionnelles, ce qu'on a fait jusque-là, ça veut dire qu'on est aussi capable de regarder, de traquer la propagation des fake news. Parce qu'à la rigueur, que l'information soit vraie ou fausse, la manière dont elle se propage, la manière d'analyser la propagation, on va pouvoir le faire de la même manière. Juste une aparté pour dire que le deep learning ne résoudra pas la question des fake news. On en entend parler en long, en large, en travers dans les médias. Beaucoup de sociétés, de startups se montent là-dessus en disant « j'ai résolu le problème des fake news », etc. Je vous ai mis ici un éditorial du New York Times, alors il est en anglais début du mois, qui résume très bien la situation. C'est-à-dire que les algorithmes, à l'heure actuelle, ne sont pas encore au stade d'être en capacité de comprendre ce qui se dit dans les articles et donc de faire la part des choses entre ce qui peut être vrai et ce qui ne peut pas être vrai. C'est uniquement et exclusivement pour l'instant des humains qui peuvent faire ce travail et donc, en l'occurrence, des journalistes. Il peut y avoir des aides de la part des algorithmes d'intelligence artificielle, notamment deep learning, pour accélérer, pour améliorer le travail, mais en aucun cas, pour l'instant, on est en état de confier des algorithmes la vérification de l'information. Et je pense que ce n'est pas de demain la veille. Donc du coup, ce qu'on fait maintenant à l'INA, donc dans le labo de recherche, c'est d'étendre ces travaux sur la propagation de l'information à l'analyse des fake news. Puisqu'on a maintenant une plateforme qui est capable donc, de collecter du contenu, de l'analyser, et l'idée est qu'on va utiliser tous ces algorithmes pour produire des statistiques, là encore, sur la propagation d'informations, mais en se focalisant sur les fake news. Et ce travail-là, donc, ce que je dis, on va étendre la capacité de notre plateforme à différents types de critères qu'on va mesurer. Et globalement, là encore, le point important et le travail de l'année va être beaucoup sur les images et sur la décontextualisation des images. C'est quelque chose qui a été largement observé par les journalistes ou les chercheurs en sciences humaines, de dire que dans les propagations des fake news, notamment sur les réseaux sociaux, on va très souvent avoir des images ou des vidéos qui sont utilisées, mais complètement hors de leur contexte. Il n'y a pas une journée sans que vous voyez maintenant l'AFP, les décodeurs, etc., sortir une photo des réseaux sociaux. Là encore, il y a 2 jours, on a eu des images qui circulaient sur les gilets jaunes, où on voyait une marée humaine de gilets jaunes sur le périph'. En fait, c'était une photo qui a 3 ans, qui datait d'une autre manif qui avait strictement rien à voir. Là, en soi, ça n'a rien de dramatique, mais c'est utilisé pour dire, regardez, la mobilisation est extrêmement massive, alors qu'en fait, c'est pas vrai. On a été obligé d'aller chercher une photo d'un autre événement pour en parler. C'est particulièrement vrai sur tout ce qui touche aux migrants. Les fake news propagées par, en gros, la fachosphère détournent énormément de photos et avec un texte faisant paraître ça comme étant une news officielle qui dit il s'est passé quelque chose de très grave, les migrants ont fait ceci, ont fait cela, etc. Alors que c'est complètement faux. Mais le fait de mettre une image avec une photo
j'allais dire, un archétype de ce que peut être un migrant ou de l'image collective qu'on peut avoir d'un migrant, font que ce type de fausses informations ont tendance à se diffuser plus facilement parce que l'image accroche le regard, parce que l'image permet plus facilement d'avoir une interaction. Et que donc, c'est un des axes sur lesquels on va maintenant travailler pour essayer de repérer automatiquement le fait qu'une image est sortie de son contexte. C'est-à-dire qu'une image, en gros, a été utilisée il y a un an pour dire quelque chose, et c'est bizarre, on retrouve la même image, mais pour dire quelque chose de complètement différent aujourd'hui. Et donc je termine en insistant sur le fait que là encore, ce type de projet de recherche ne peut se faire que de manière transdisciplinaire, et d'autant plus avec l'implication des journalistes, donc ce qu'on fait maintenant, parce que l'interprétation de tout ce qu'on va pouvoir trouver ne peut être que corroborée par celles et ceux qui travaillent au quotidien avec l'information, et donc les travaux qu'on mène et qu'on va continuer à mener se feront avec des rédactions, parce que c'est eux qui sont au cœur du dispositif. Et ce que je vous disais, c'est que la technique ne peut pas tout, ne pourra pas tout dans les années qui viennent, et qu'on a absolument besoin de leur support pour réagir à ce phénomène. Merci. Merci Nicolas.